Bonsoir tout le monde. Alors, là c'est un événement de dingue niveau technologie parce que ici on nous voit sur Zoom et ici on vous voit en vrai. Merci à tous d'être venus, si nombreux d'ailleurs en vrai. Donc peut-être pour certains, vous étiez déjà au précédent meet-up. Non? Oui? Un petit peu? Super. Donc bon, vous avez un peu l'habitude de comment ça se passe. Là, on a essayé aussi d'offrir l'opportunité à ceux qui n'étaient pas sur Paris, qui ne pouvaient pas se déplacer, de nous voir en live. Et on l'a aussi enregistré, donc ce sera possible de le revoir après. Voilà, si vous avez envie de revoir, on ne sait jamais. Et du coup, on est hyper content de vous recevoir tous ce soir. Donc pour ceux, parce qu'il y en a certains qui n'étaient pas venus au précédent du coup meet-up, je vais quand même vous expliquer un petit peu qui on est et de quoi on va parler aussi ce soir. Donc Conto, déjà, qui sommes-nous? Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc Conto tout simplement c'est une solution de gestion financière pour les entreprises. Et je vais vous donner rapidement quelques chiffres pour un peu poser le contexte. Donc aujourd'hui, on a plus de 220 000 clients répartis dans 4 pays. Donc évidemment la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. On a fait récemment du coup une levée en début d'année. Donc au total, on a levé pour 622 millions d'euros depuis le début de l'aventure Conto. Et aujourd'hui, on a plus de 500 employés avec plus de 40 nationalités différentes et petite fierté, plus de 40% de nos employés sont des femmes. On est presque à l'équilibre. Donc pourquoi je vous donne ces chiffres à la fin? Parce que évidemment, au cas où ce n'était pas compréhensible, on va parler recrutement encore ce soir. Et donc pour ceux qui ne me connaissent pas, qui je suis, donc je suis Head of Talent Acquisition chez Conto. Donc en gros, très logiquement, ma mission, c'est de faire en sorte justement de recruter toutes les personnes chez Conto, donc pour tous les marchés, avec du coup ma super équipe. Donc il y en a beaucoup qui sont là ce soir, plus de 25 recruteurs pour arriver justement à relever le défi qui est en gros chaque année de doubler la taille des équipes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on avait envie à nouveau d'aborder le sujet épineux du recrutement, qui est un sujet qui est de plus en plus brûlant, n'est-ce pas? Et donc si vous êtes là ce soir, c'est qu'a priori ça vous intéresse. Pour ça, justement, évidemment, le challenge, le vrai challenge pour y arriver, là, c'est ce qu'on a essayé de faire ressortir avec ce titre, c'est évidemment de recruter les meilleurs profils. Alors, quand je dis les meilleurs profils, c'est les profils tout simplement qui correspondent aux entreprises, au bon rythme. Qu'est-ce que le bon rythme? Le rythme, tout simplement, du business. Là, c'est notre mission à tous et à toutes. Et donc, accompagné ce soir de Samy, qui est du coup lead Talent Acquisition dans mon équipe sur la partie tech, mais aussi de Alizé, qui est Chief Growth Officer chez Théodo, et de Louis, qui est Head of TA, du coup, chez BAM. Donc peut-être, juste avant, je vais vous laisser peut-être vous introduire, entre guillemets, en une phrase, pour expliquer un petit peu ce que vous faites. Bonsoir à tous. Alors juste derrière le mot un peu mystérieux de Chief Growth Officer, c'est en gros je suis en charge du recrutement avec mon Head of Talent Acquisition, Charles, qui est là ce soir, et de la formation chez Théodo. Et Théodo et le groupe Théodo, pour vous expliquer ce que c'est, on est spécialisé dans la conception et le développement de produits tech sur mesure. Et en gros, il y a deux particularités chez nous. C'est qu'on est notre mode de croissance, c'est qu'on est accompagné par un groupe de startups qui sont ultra spécialisés, soit sur une techno, soit sur un métier, dont BAM fait partie. Et qu'on a une culture lean extrêmement forte qui transpire à peu près dans tous les métiers. Et on va en parler ce soir pour le recrutement. Et voilà, on est 12 startups en tout et on est 500 personnes comme Conto. Tu veux te présenter, Louis? Je pense que c'était assez clair. Mais toi? Bonjour. Je m'appelle Louis, je bosse chez BAM du coup, qui fait partie du même écosystème que Théodo. BAM, on est là, on est 110 maintenant, on a 7 ans, on est la boîte qui est spécialisée sur la partie mobile. Et mon job, assez proche de celui de Marjorie, c'est de, avec mon équipe, recruter les nouveaux BAMers. Voilà. Super, merci. Donc l'idée, comme vous l'avez compris, c'est qu'on vous partage du coup, quand je dis on, ça va du coup Samy, Louis, Alizé, vous partage un petit peu
notre méthodologie qui est, vous allez le comprendre, un peu commune justement pour réussir ce challenge. Donc comment ça va se passer? On va tout simplement aborder un peu trois parties qui, je l'espère, vont bien s'enchaîner. Évidemment, le premier du coup qui va être couvert par Samy, on va se poser la question de comment on arrive à recruter au bon rythme. Parce que vous rappelez-vous, donc la mission, c'est vraiment recruter les meilleurs talents au rythme du business. Le deuxième, du coup, très logiquement, ok, recruter au bon rythme, mais comment on recrute les bons profils. Et le troisième, c'est un petit peu la boîte à outils pour y arriver. Et juste avant ça, un invité surprise. L'idée étant pour que vous compreniez bien et que ce soit fluide pour vous, Tristan, ici présent, qui est Senior Project Manager du coup chez Conto et qui sa mission tout simplement chez Conto, c'est d'aider en fait les comptoeurs à adopter les outils pour rendre leur travail plus facile et plus rapide. Va un petit peu vous expliquer les grandes lignes, la genèse un peu de cette méthodologie du coup commune et pourquoi surtout on avait décidé de se l'approprier. Et après on rentrera un petit peu plus dans le concret. Ok, très bien, on a la genèse, on comprend un peu les concepts, comment on l'applique ensuite au recrutement. Mon objectif, à la fin de ce meet-up, il faut que vous puissiez vous approprier vous-même certains outils et vous dire ah bah oui tiens j'ai envie de le tester et ça pourra m'aider dans le futur de comment je peux arriver à être plus efficace dans mes recrutements. Si on arrive à ça, je me dis que la mission sera remplie. Évidemment, on a toute une partie, on va essayer d'être assez rapide pour vous laisser le temps de poser toutes vos questions. Et après, si vous avez encore des questions qu'on n'aura pas eu le temps de couvrir, évidemment, on se retrouve autour d'un petit cocktail. Voilà. Et bien, sur ce, je laisse la place à mon cher Samy. À mon cher Tristan. J'avais hâte. Non, alors, Samy, ce sera après. Ce sera le coup d'après. Alors, merci Marge. Du coup, voilà, je m'appelle Tristan. Marjorie a expliqué dans les grandes lignes ce que je fais. Alors, on va parler de pas mal de concepts, etc. Finalement, mon travail, c'est de vulgariser ça et que tout le monde puisse se l'approprier. D'accord ? Donc, j'ai eu un parcours, disons, pas très linéaire, parce qu'il y a encore un an, j'étais en usine. D'accord ? Vous allez vite comprendre pourquoi. Et donc, du coup, le monde de la tech et le monde des scale-up, etc., c'était assez nouveau. Et finalement, vous allez voir comment est-ce qu'on peut s'approprier des concepts qui viennent d'un univers complètement différent chez nous et même au niveau d'une équipe de recrutement. Du coup, c'est intéressant. Et voilà, avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, je pense que c'est important que vous ayez le contexte, que ce soit plutôt clair d'où ça vient et pourquoi on fait ça. On s'intéresse souvent au comment, mais un peu moins au pourquoi. Donc ça va être un peu l'objectif des quelques prochaines minutes. Et du coup, en fait, on a besoin de réfléchir un peu à qu'est-ce qu'on essaye de faire, qu'est-ce qu'on essaye de créer, etc. Donc, c'est un vœu pieux, d'accord ? Mais en tant qu'entreprise, ce qu'on cherche à créer, c'est trois choses. Le plus de valeur possible, le plus vite possible et le moins cher possible. Et du coup, évidemment, on a envie que les 500 personnes qui travaillent chez nous soient ravies d'être chez nous. Vous n'avez pas envie d'aller ailleurs. Donc du coup, voilà, maintenant on a terminé le sujet, on peut passer à autre chose. Non, évidemment non, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. C'est pour ça que je disais, voilà, jusque-là ça va, c'est plutôt facile. Bon. Là, du coup, évidemment, c'est beaucoup plus dur, notamment dans les contextes d'hypercroissance, parce que ce qui se passe, c'est, et vous avez sûrement dû le vivre, ou vous l'avez sûrement soit vécu dans des expériences passées, soit potentiellement maintenant, mais ce qui se passe, c'est que plus l'équipe va grandir, et ben en fait, plus on va être occupé à faire autre chose que vraiment le métier qu'on avait envie de faire à la base. Donc du coup, on va se rendre compte que quand on est tout seul, la partie verte est plutôt importante. En fait, on passe beaucoup de temps à faire beaucoup de choses qui nous servent beaucoup. Et en fait, quand on est 50, la partie verte, elle est plus si importante que ça, c'est plutôt la partie rouge qui prend le dessus. Du coup, la partie rouge, c'est tout ce qui est le waste. En fait, c'est tout ce qui nous sert à rien. Donc ça va être les fois où on va attendre qu'un projet soit prêt, qu'une pièce soit prête, que quelque chose soit prêt. Ou alors retravailler parce que finalement, l'autre personne n'était pas d'accord. Ou alors, on va nous demander de faire quelque chose, on va le faire, on va y passer du temps, potentiellement plusieurs semaines, et en fait, ça n'a jamais servi à rien. Donc ça, c'est non seulement c'est du waste et finalement, ça ne sert pas à grand-chose, mais en plus, c'est très frustrant pour la personne. Donc du coup, l'idée, c'est justement de se battre contre ça. Et pour se battre contre ça, en fait, le premier réflexe, justement, la première chose qu'on va faire et qui est complètement intuitif, mais contre-productif, c'est que on va recruter plus. Donc c'est très bien de recruter plus, nous on est très contents de recruter tous les jours,
Mais finalement, ce dont il faut se rendre compte, c'est que la création de valeur individuelle va forcément décroître. Parce que du coup, même pour les managers, si l'équipe double, potentiellement, ça veut dire 2 fois plus de travail en réunion. Donc du coup, on a des silos qui se créent parce que finalement, les équipes tech et produits, ils ne sont plus vraiment d'accord sur la manière de travailler, etc., etc. Donc là, je ne vous apprends rien. J'imagine que c'est des choses que j'espère vous ne vivez plus, mais que vous avez dû vivre à un moment donné. D'accord ? D'ailleurs, c'est souvent pour ça que les gens changent de boîte, c'est qu'ils sont tellement frustrés dans leur boulot qu'en fait, ils deviennent fous et en fait, ils ont envie d'aller postuler ailleurs. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Forcément, comme on a moins de prise d'initiative, on fait moins de choses intéressantes, etc., les clients vont voir ailleurs parce que finalement, on ne fait plus ce dont ils ont envie dans les temps, tout simplement. Après, l'équipe se frustre, donc on a des gens qui partent ailleurs. Et du coup, après, on a au pire des investisseurs en panique, au pire également une trésorerie qui va plus si bien que ça. D'accord ? Donc du coup, on va tenter de chercher une solution à ce problème-là. Et finalement, c'est un constat qui est réalisé par énormément d'entreprises et énormément de chefs d'entreprise. Donc du coup, la question qu'il y a derrière, c'est de savoir en fait, bon très bien, c'est un constat, quasiment toutes les entreprises y passent par un moment ou un autre, mais en fait, qui est-ce qui a réussi à le faire ? Parce que du coup, on se dit que si on n'a pas trop le temps ou finalement on n'est pas suffisamment bon pour avoir ces bonnes idées, il y en a certainement d'autres qui les ont eues. Donc du coup, si on regarde un petit peu dans l'histoire et si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans les 30-40 dernières années, en fait, si on regarde l'entreprise la plus productive et qui a su le rester pendant 40 ans, et ben en fait, c'est Toyota. En gros, Toyota, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils étaient complètement exsangues. Ils n'avaient plus de trésorerie, ils n'avaient plus de clients, plus personne n'achetait leur voiture, etc. Et en fait, ils ont été mis devant le fait accompli qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de changer leur modèle. Donc, du coup, ils ont radicalement changé leur modèle. Ils ont fini par le théoriser, etc. Mais c'est passé par beaucoup de pratiques et beaucoup d'apprentissage. Et ce qui s'est passé pendant le choc pétrolier, c'est que finalement, le choc pétrolier de 1974, si je me souviens bien, c'est qu'en fait, tous les constructeurs automobiles étaient complètement sur le déclin. Leur trésorerie était en train de brûler. Ils n'avaient plus de clients, ils ne vendaient plus de voitures. Et en fait, les seuls qui s'en sont bien sortis et qui ont continué à faire du profit à cette période-là, c'est eux. Donc du coup, forcément, aujourd'hui, quand c'est encore, aujourd'hui en 2022, c'est encore l'entreprise la plus productive dans le secteur, on se dit que si ça a réussi à marcher pendant 50 ans, c'est qu'ils ont forcément réussi quelque part. Donc du coup, ils sont arrivés au modèle qui s'appelle le TPS, donc le Toyota Production System, dont on va parler un petit peu. Donc si on arrête de parler un peu de voitures et qu'on prend d'autres exemples d'entreprises qui s'en sont inspirées, on peut avoir Pixar notamment. Alors c'est assez surprenant, mais ils sont très très forts dans ce modèle-là. Ils ont vraiment un rythme extrêmement régulier. Ils font des films d'extrêmement bonne qualité. Enfin, en tout cas, moi je trouve. Ils font des films d'extrêmement bonne qualité et en fait, ils ont vraiment ce rythme d'apprentissage permanent. Et aujourd'hui encore, enfin ça fait au moins 20 ans que Pixar est vraiment le leader sur ce domaine-là. On en a d'autres qui s'en sont inspirés, mais peut-être partiellement pour des raisons différentes. On peut aussi citer Amazon, qui arrive à livrer en 24 heures. C'était un exploit il y a quelques années. Aujourd'hui, ça nous paraît normal. Mais par exemple Zara, ils sont extrêmement forts à avoir des nouvelles collections qui arrivent en permanence sans faire de stock, chose qui est extrêmement difficile. Ou alors on a aussi Apple qui a tout simplement réussi à créer des produits extrêmement complexes dans un minimum de temps et en fait en grandissant tranquillement, donc c'est-à-dire que Apple n'a jamais raté une date de sortie et en fait ils sont aujourd'hui, je crois, une des entreprises les plus profitables du monde. Et donc voilà, donc certains s'en sont inspirés complètement, d'autres partiellement. Et finalement, le modèle qu'il y a derrière, on en revient à Toyota, mais du coup, c'est ce qu'on appelle le TPS, ou le Toyota Production System. Chez nous, on se l'est réapproprié, on se l'est réajusté, on l'a vraiment adapté à notre besoin, on appelle ça le Contoway. Mais finalement, la logique est plutôt la même. Et du coup, c'est représenté par ce temple qui, pour le faire extrêmement rapidement, est centré autour de la valeur de création pour la satisfaction client, et que cette satisfaction client soit constante. C'est pour ça qu'on rachète des iPhones, c'est qu'on est toujours très content d'en avoir un nouveau. Et pour réussir à faire ça très efficacement, on va être sur 2 notions fondamentales qui sont le juste à temps et l'auto-qualité. Donc je fais de la qualité à un instant T en permanence et ça évite, alors pour ceux qui sont un peu versés dans la tech, ça évite un peu le syndrome de la QA où en fait on va aller checker toutes les fonctionnalités et tous les bugs, etc. tout à la fin. Chose qui est contre-productive parce qu'on finit par les refaire. Et donc du coup, non seulement on met le client au centre, mais en plus on a une culture de résolution de problèmes. Donc c'est ce que vont vous montrer les prochains intervenants.
D'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est en fait c'est la raison d'exister de cette chose-là, et c'est aussi ce qu'on va creuser plus en détail, mais cette fois adapté au monde du recrutement. Et du coup, la personne qui suit, c'est la personne qui m'a recruté. C'est Samy. Merci Tristan. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Samy, comme vous l'a dit Marjorie. Je suis du coup Lead Talent Acquisition sur la tech chez Conto depuis l'été dernier. Avant ça, j'étais déjà chez Conto en tant que TAM Tech depuis début 2020, donc juste avant le Covid. Et je vais m'efforcer effectivement de vous traduire en tout cas du mieux possible ce que veut dire justement l'application de ce modèle-là au quotidien et dans une équipe recrutement. Donc je vais essayer de simplifier un peu tous ces termes-là pour que ça vous paraisse, j'espère, plus clair. Et à la fin, évidemment, je répondrai, comme vous l'a dit Marjorie, à vos questions si vous en avez. Du coup, si je vous parle un petit peu de ce qu'on va évoquer dans ma partie, ça va être déjà comment est-ce qu'on définit un rythme de recrutement, puisque c'est bien beau de vouloir atteindre un rythme et recruter au bon rythme, mais il faut savoir ce que c'est. On va également voir comment chez Conto, en tout cas, on a structuré notre process pour que justement il nous aide en fait et qu'il ne soit pas un frein pour nous aider à accomplir ça. Et puis je terminerai d'une part par la manière dont on organise en tant que lead chez Conto le travail des équipes Talent Acquisition et comment on anime l'équipe au quotidien, avant de vous donner quelques résultats chiffrés pour que vous ayez une idée de ce que ça représente en termes de KPIs et de ce qu'on va checker. Du coup, si je commence, alors vous aurez le replay et puis je vais essayer de décrire aussi fidèlement que possible ce tableau, donc pas de no worries pour ceux qui sont au fond, désolé, c'est peut-être pas très lisible. La première étape en fait et la première question à se poser, c'est justement c'est quoi mon rythme, quel va être le rythme de recrutement que je veux me fixer et que je dois atteindre. Là-dessus, chez Conto, on a une approche qui est finalement assez simple et assez mathématique. C'est qu'à intervalles réguliers, souvent les débuts d'année et puis l'été, donc on est vraiment sur un modèle souvent de 2 trimestres, on va demander à nos différents chefs de département, donc en l'occurrence aux différents C-level chez Conto, de transmettre à Marjorie, ici présente, leur liste au Père Noël, j'ai envie de dire, pour l'année, en nous disant, explique-nous combien il te faut de personnes en plus dans ton équipe cette année et dans chaque équipe et même sur chaque job. Si je prends mon équipe, donc le cas de la tech, on a donc Emeric, notre CTO, qui va envoyer ce fameux mail et ce fameux plan à Marjorie, en lui disant, pour donner des exemples assez précis de la réalité chez Conto, en fait, on veut doubler l'équipe cette année. Il nous faut donc 200 personnes de plus à la tech. Une majorité de ces besoins seront sur le back-end. Il nous faut à peu près 80 personnes de plus. Il nous faudra 20, par exemple, développeurs front-end, 25 Android, et ainsi de suite pour chaque job. Et c'est là que commence finalement la définition de ce rythme, puisque le job des différents leads Talent Acquisition, ça va être pour leur équipe d'arriver à traduire ce besoin en chiffres bruts finalement en rythme et de vraiment mettre une cadence pour stabiliser un peu son équipe et donner de la visibilité à son équipe. Donc pour ce faire, dans ma présentation, vous allez voir pas mal de screenshots de ce type et de tableaux de ce type qui proviennent en fait de nos pages Notion, qui est un soft dont on est assez fan chez Conto et que je vous conseille d'ailleurs, qui permet en fait de s'aligner un peu justement sur tout ça. Donc là, ce que vous avez derrière ce tableau qui paraît un peu barbare, en fait, c'est assez simple. C'est pour chaque semaine d'un trimestre, en fait, les besoins et ce qu'on doit recruter. Et ensuite, évidemment, c'est mis à jour régulièrement, généralement en fin de semaine, pour vraiment s'assurer qu'on ait atteint tout ça. Donc typiquement, de manière très simple, quand Emeric nous dit il me faut 80 back-ends cette année, moi je vais me dire, ok, si je le prends de manière bête et méchante, 80 sur un an, ça fait 20 par trimestre. Je divise par 4. Je fais ça pour tous les jobs pour avoir une idée du nombre de jobs qu'on doit closer à la tech ce trimestre. Et ensuite, je le répartis justement sur les différentes semaines. Alors, évidemment, le choix de mettre sur une semaine en fait, un besoin en front-end plutôt qu'en Android, plutôt qu'en iOS ou autre, évidemment, c'est relativement subjectif. Et d'ailleurs, on ne va pas paniquer si à la fin d'une semaine, ça n'est pas fait. C'est ce que vous voyez là avec les différentes croix rouges. L'idée, c'est plus de visualiser en temps réel et quand on veut, puisque ce tableau est évidemment accessible par tout le monde et par toute l'équipe, où est-ce qu'on a du mal, où est-ce qu'on est en retard, où est-ce qu'on tient justement ce rythme, et ainsi de suite. Donc vous voyez par exemple les coches vertes pour chaque embauche qu'on fait, les croix rouges quand on aurait dû en faire et que la semaine est passée et qu'on ne l'a pas faite, et les points blancs quand la semaine n'était pas encore arrivée.
Donc ça, c'est la façon assez simple, je dirais, d'avoir en tout cas ce rythme. Et les points importants pour nous chez Conto, pour se dire que c'est un bon rythme, justement, c'est déjà qu'il soit stable. Donc en fait, là, vous voyez typiquement que sur le tableau, on est toujours régulièrement à 3 ou 4, donc disons 4 pour être assez ambitieux, embauches tech à faire chaque semaine. Et ça me permet, comme je vous le dirai tout à l'heure, de suivre ce score-là avec l'équipe au quotidien. C'est aussi un alignement visuel, puisque ça enlève finalement, je dirais, le stress que peut avoir l'équipe, les managers ou autres, sur en fait, est-ce qu'on est au bon rythme, est-ce qu'on a recruté assez de personnes, j'arrive plus à suivre, puisque là, tout le monde voit en fait où on en est et spot hyper rapidement les problèmes. Et ça permet également de voir les plus gros besoins, grosso modo, là où il y a le plus de cases remplies, pour se dire, en fait, est-ce qu'on doit retoucher quelque chose, est-ce qu'on est en train de bosser sur les bons jobs, sur les bons sujets, etc. Une fois qu'on a fait ça, évidemment, c'est pas le tout d'avoir son rythme. Il faut avoir réfléchi à plein de choses pour y arriver, en tout cas pour se mettre dans les bonnes conditions. Un point super important, comme vous vous en doutez, c'est évidemment le process de recrutement. Alors, je ne vais pas le détailler, parce que je pense qu'il est assez classique et parlant finalement chez Conto. Mais en gros, de la même façon, ce qui est important pour nous en termes de process chez Conto, ça va être déjà d'avoir un process qui est commun à tous les jobs, encore une fois dans le but d'avoir de la stabilité. Donc en gros, si vous entamez un process de recrutement chez Conto, que vous soyez recruteur, sales, marketing, développeur, au product, peu importe, vous aurez sensiblement le même process et les mêmes étapes. Ça permet également d'être hyper clair dans la manière dont on communique aux candidats, déjà de manière transparente et à l'extérieur. Typiquement, ce que vous voyez là, c'est extrait de notre guide de l'interview que reçoivent tous les candidats qui entament un process chez nous. Comme ça, ils savent à quoi s'attendre et on explicite en quoi va consister chaque étape. Et vous avez également une facilité accrue, je dirais, à former des nouvelles personnes, puisque comme vous l'a dit Tristan tout à l'heure, en fait, plus vous ajoutez des gens dans l'entreprise et dans les équipes, plus vous créez potentiellement de la complexité. Donc évidemment, on simplifie ça au maximum, ce qui permet d'être super efficace dans la manière dont on onboard aussi bien les nouveaux recruteurs que les nouveaux hiring managers, etc., qui vont être intégrés à ces process, je dirais. Donc voilà, ça c'est un peu le process type, on va dire, chez Conto. Une fois qu'on a fait ça, vous vous dites peut-être, en fait, cette histoire de rythme, c'est super pour les équipes tech et pour les rôles où en fait, vous en avez à recruter en masse, parce qu'effectivement, si on me dit que je dois faire 60 back-end à l'année, je peux me créer mon rythme et c'est assez récurrent. Évidemment, vous allez parfois avoir des jobs qu'on appelle nous des jobs one-shot. Typiquement, vous devez recruter un manager, il y en a un seul à recruter dans l'année. Donc on a aussi pensé à ça, évidemment. On passe également par Notion. Donc vous voyez un screen également. Et en fait, là, l'idée, dans la même idée, justement, c'est d'avoir finalement des guidelines et un repère aussi assez visuel pour le TAM qui va travailler dessus, pour se dire, en fait, combien de temps doit normalement durer chacune des étapes de mon process pour closer le job dans les temps et au rythme, justement, qu'on m'a défini. Ça permet également, comme je vous disais tout à l'heure, c'est toujours un peu le mot d'ordre de tout ce qu'on fait, que ce soit clair, que ce soit accessible à tout le monde, qu'il n'y ait pas de stress. Et au contraire, quand on se dit, en fait, là, je suis en train de dérailler, je ne suis plus dans les temps, de lever la main en fait, et tout simplement d'en parler à son lead et qu'on fasse un plan d'action. Donc là, ce que vous voyez, c'est une idée de ça, en se disant, OK, j'ai lancé mon job à telle date, j'aimerais le finir à telle date, voilà où je dois en être à un instant T. Et si ça ne va pas, évidemment, on en parle. Le dernier point, je dirais, assez important, une fois qu'on a fait tout ça, évidemment, on ne lâche pas l'équipe dans la nature et on ne leur dit pas débrouillez-vous, c'est de les aider, de les supporter au quotidien et d'être avec eux. Donc d'organiser et de soutenir son équipe Talent Acquisition. Donc pour ça, on a également des méthodes assez simples et assez classiques. Ce que vous voyez là, par exemple, en fait, c'est le début, je dirais, d'un tableau qui est beaucoup plus long que ça. Hein. Il a une quinzaine de lignes, en l'occurrence à la tech. Dont dispose chaque équipe Talent Acquisition chez Conto, donc l'équipe Growth à la même, l'équipe Corporate à la même, et ainsi de suite. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, OK, j'ai mon rythme, j'ai mes besoins, je sais sur quoi je dois bosser, j'ai un nombre défini de TAM à l'instant T dans mon équipe, et en fait, je vais répartir les jobs pour savoir qui bosse sur quoi. Ce qui est important du coup pour faire ça, évidemment, on est toujours dans la même logique d'alignement visuel, puisque tout le monde, encore une fois, a accès là-dessus. Évidemment, tout le monde sait à un instant T sur quoi il est censé travailler et peut aller voir sur quoi travaillent ses collègues. Ça permet d'allouer des forces là où il y en a vraiment besoin, puisqu'évidemment, comme vous vous en doutez, une situation type, ça va être on a tant de besoins, on a tant de TAM, en fait, ça ne couvre pas tout.
on peut pas tout recruter. Donc ça va finalement vous forcer à un peu vous challenger et à en parler avec les managers en disant bah, ok, on ne pourra pas tout faire dans ces premiers trimestres, c'est quoi ta prio, qu'est-ce qu'on recrute en premier, combien de personnes on met dessus. Et ça a également un gros avantage, c'est que ça tire un petit peu la qualité. Pour faire ça, chez Conto, on a un principe assez fort également, c'est qu'en fait, on ne fait jamais travailler un TAM, un recruteur, sur plus de 3 jobs activement à la suite. J'entends par actif un job qui nécessite en fait de faire du sourcing, donc de passer du temps à screener également, à contacter des gens, etc. Et pas juste de se contenter de l'opportunisme ou de la réception de CV. Comme vous vous en doutez, dans certaines équipes, c'est plus ou moins nécessaire justement. Clairement, on ne ferait pas autant d'embauches à la tech juste en étant en passif. Et donc pareil, en fait, ça va vraiment driver et tirer la qualité, puisque vous vous dites, en fait, lorsqu'on a 3 jobs à la fois et qu'on ne passe pas un autre job tant qu'on n'a pas fini l'un de ces 3, en fait, on est un peu obligé de trouver des solutions. Pour donner une image qu'utilise beaucoup Steve, notre co-founder, et qu'on aime bien chez Conto, c'est un peu comme si vous étiez chef dans un resto. En fait, généralement, vous allez éviter de lancer 15 plats à la fois et de faire 15 choses. Vous allez vous dire, je vais en faire quelques-unes, en l'occurrence pour nous 3 maximum. Et en fait, si je ne suis pas allé au bout et que je n'ai pas trouvé, en fait, ça me force à trouver des solutions, à en parler et à ne pas passer à autre chose. Quelque chose d'assez humain et que vous avez peut-être connu également en recrutement, si on vous dit, en fait, tu vas bosser sur 10 jobs à la fois, tu as 10 jobs à tirer, et que, prenons un exemple, 2 de ces jobs sont particulièrement compliqués, en fait, assez humainement, vous allez passer votre temps sur les 8 autres et vous n'allez pas trouver de solution aux 2. Donc voilà un peu ce qu'on fait pour driver la qualité. Et on se sert également d'un rituel que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, qui est très classique, qui est évidemment le daily meeting pour animer l'équipe. Donc là, je dirais que c'est un peu commun et c'est un peu la même logique que tout ce que je vous ai présenté. En fait, on est sur un meeting, pour ceux qui n'en auraient pas ou qui ne connaîtraient pas, qui commence généralement votre journée, donc ça a plutôt lieu le matin, qui va être hyper fluide et hyper short, donc on conseille de ne pas passer maximum plus de 20 minutes dessus, qui est animé du coup par le lead en présence de toute l'équipe. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va se servir d'un Kanban, donc en gros un tableau, et Louis vous expliquera tout à l'heure en détail ce que c'est et à quoi ça sert. Mais en gros, l'idée, c'est d'aligner encore une fois visuellement tout le monde. Donc en fait, on regarde tous la même chose le matin, et donc quand on parle de quelque chose, on est d'accord sur ce qui se passe et sur ce qu'on regarde. Ce que vous pouvez voir là, c'est qu'en gros, pour prendre un exemple évidemment sur par exemple les rôles de back-end, en fait, chaque TAM régulièrement dans son organisation va mettre à jour ces petites cartes qui représentent en fait des candidats et les faire avancer dans les étapes. Du coup, ce qui est hyper important, c'est évidemment que votre tableau, votre Kanban reprenne en toute cohérence les étapes de votre process. Donc c'est ce que vous voyez en haut, en fait, les différentes steps. Pour chaque candidat, on a également fait le choix d'avoir un certain nombre d'infos, je dirais d'infos clés qui permettent même justement au lead ou à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le candidat d'avoir les infos clés qui sont résumées. Donc chez nous, ça va être en fait comment le candidat s'est retrouvé dans le process, est-ce que c'est du sourcing, est-ce qu'il a postulé, est-ce qu'il nous a été coopté, etc. Qui est le TAM en charge du candidat, donc qui est en train de le gérer, de le faire avancer. Pour quel type de contrat, est-ce que c'est du freelance, est-ce que c'est à Paris, dans un de nos autres bureaux, etc. On a également identifié quelques points, je dirais, à avoir régulièrement en tête, qui sont plus des potentiels risques sur le fait de recruter le candidat. Donc ça va être, est-ce qu'on a un risque sur le salaire évoqué avec lui? Est-ce qu'il a d'autres process et en fait on a envie de l'avoir en tête pour régulièrement en reparler avec lui? Est-ce qu'il y a des risques de relocation si en fait c'est quelqu'un qui vient de l'étranger et qui va demander beaucoup d'administratifs? Donc un peu tous ces points clés. Avec également des dates, du coup, vous avez en bas, qui en gros sont, si vous voulez, le détail des dates auxquelles le candidat est passé par une étape de recrutement. Ça, c'est également hyper important parce que ça rend visuel une notion qui s'appelle le lead time, qui découle justement notamment du TPS, qui en gros est le rythme, justement, le temps auquel on tire le candidat. Et ça va permettre hyper facilement au manager, lorsque vous êtes devant ce tableau le matin, en fait, de checker avec le TAM. Voilà, je vois que tel candidat n'a pas bougé depuis 5 jours, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que c'est de son fait? Est-ce que c'est nous qui en fait sommes pas réactifs? Une fois qu'on a dit tout ça, pour vous donner un peu une idée, j'ai voulu également vous présenter évidemment quelques chiffres sur Conto, sur ce qu'on a fait l'an dernier, et aussi sur ce qu'on va mesurer justement en termes de métriques régulièrement pour vérifier qu'on fait du bon travail justement. Du coup, un premier point hyper important évidemment, que tout le monde je pense checkera toujours, c'est justement la productivité et puis le nombre de recrutements. L'an dernier chez Conto, ça représentait à peu près 400 recrutements sur l'année.
avec un rythme qui est généralement entre 2 et 3 recrutements par mois par TAM, sachant qu'on a doublé la taille de l'équipe Talent Acquisition l'an dernier, en passant d'une dizaine à une bonne vingtaine de personnes. Donc forcément, ça crée également de la complexité. Et donc on a réussi malgré tout à tenir un peu ce rythme. On va regarder justement également cette notion de lead time sur 2 aspects. Ce qu'on appelle nous le lead time jobs, qui va être en fait le temps qui s'écoule entre le lancement d'un job, donc en fait le kick-off d'alignement, votre meeting d'alignement avec le hiring manager pour lancer le job, et le moment, le jour auquel vous avez un candidat qui vous dit oui et auquel vous closez le job. Donc nous on est sur une moyenne d'1 mois environ chez Conto. On fait la même chose avec ce qu'on appelle le lead time candidat. L'idée étant là de mesurer en fait le temps entre votre premier touchpoint avec le candidat, donc ça peut être réponse à sa candidature, message de sourcing, en tout cas le premier échange que vous avez avec lui, et pareil le jour où vous avez un go, une acceptation du candidat et où vous recrutez sur le poste. Là on est plutôt sur 23 jours, donc à peu près 3 semaines. On va également mesurer 2 derniers indicateurs. Le churn, qui en fait permet tout simplement de vérifier, comme on va vous le dire juste après, qu'on recrute effectivement au bon rythme, mais également les bonnes personnes. Donc pour ça, on mesure en fait le taux de personnes ou le pourcentage de personnes qui vont au bout de leur période d'essai et qui la valident chez Conto, parce qu'évidemment, ça ne sert à rien de recruter des gens qui s'en vont. On est à 6% de churn, donc de personnes qui ont quitté la boîte pendant leur période d'essai, ce dont on est du coup assez content au rythme auquel on recrute. Et on a un dernier indicateur qui est évidemment le pourcentage d'offres acceptées, puisqu'encore une fois, en fait, tout ce que je vous ai présenté, ce rythme, ce process, etc., doivent évidemment nous permettre de recruter, mais aussi de recruter les bonnes personnes et d'être assez confiante en fin de process sur le fait qu'on a raison de faire une offre à une personne et qu'elle va l'accepter. Donc là, on est à 86%, ce dont on est très content également. Ces 2 derniers indicateurs-là, comme vous vous en doutez, ils sont également plutôt liés à une notion de qualité qui est hyper importante, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Donc on ne mesure pas évidemment que le rythme. Et c'est pour ça que je vais d'ailleurs laisser la parole du coup à Alizé, qui va vraiment maintenant vous expliciter, ok, une fois qu'on a vu toutes ces questions de rythme et qu'on a les bons outils en place, ce qu'on peut faire pour mesurer aussi la qualité et qu'on recrute les bonnes personnes. Petit changement de design. Du coup, moi, je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut faire justement pour recruter la bonne personne du premier coup. Super ambitieux. Mais vous allez voir que nous, chez Théodo, on l'a poussé de manière un petit peu extrême. En même temps, notre métier, de par notre métier, on est une boîte de conseil. Les gens, c'est le seul asset qu'on a. On n'a pas de produit. Nous, c'est les gens. Donc, le niveau de qualité des gens est super clé. Je vous ressors la pyramide que vous a montré Tristan tout à l'heure, juste pour faire un petit refresh. Si je la simplifie à l'extrême, ça donne ça. Et en gros, la grande utilité de cette pyramide ou de ce temple, d'ailleurs, comme tu disais Tristan, c'est que ça va vous donner un cadre qui va vous forcer à penser tout le temps satisfaction client. Donc c'est le petit chapeau, c'est valeur pour le client. Et qui dit satisfaction client dit, globalement c'est assez simple, dans la pratique je ne sais pas, mais en gros il faut livrer ce qu'il veut au bon rythme et au bon niveau de qualité. Je répète un peu, mais comme ça va rentrer. Du coup, quel que soit le métier dans lequel vous êtes, et donc ça marche aussi en recrutement, on peut se poser la question, est-ce que je suis en train de produire dans mon métier ? Qui va derrière en attester la qualité finale, la valeur finale de mon travail, qui me la juge, entre guillemets. Donc c'est vrai qu'on pousse le concept un petit peu à fond quand on fait du lean, parce qu'on essaye tout le temps de se mettre un peu dans une posture de fournisseur. C'est-à-dire comme si, point de vue fournisseur, même si au final le client dont on parle qui est en face, c'est pas mon client qui va me payer, c'est potentiellement le collègue de la machine à café. Mais ça force à réfléchir à c'est quoi la valeur que je suis en train de produire. Il y a 2 idées qui se cachent dans cette notion de valeur pour le client que j'aimerais vous partager. La première, c'est, donc là je me mets vraiment dans le cadre du recrutement, c'est quoi réussir à identifier les bons critères, c'est quoi les trucs qui sont vraiment importants pour mes clients internes. Quelles aptitudes, quelles compétences, quelles qualités, c'est quoi les trucs qui vont valoriser. Dans le TPS, ça, pour vous donner le jargon, c'est la value analysis. Et du coup, de l'autre côté,
c'est toute la chaîne en amont. C'est comment est-ce que je structure mon usine. Donc, si je reprends des termes très industrie, comment est-ce que je structure mon usine pour que je produise un truc qui, in fine, ait de la qualité. Et donc l'usine, du point de vue recrutement, c'est finalement c'est le process et la manière d'évaluer et la manière de filtrer. Et ça, le petit terme un peu techos, c'est la value engineering. Du coup, si je repars sur comment est-ce qu'on identifie les bons critères, en gros, demain, vous souhaitez recruter sur un poste, il y a deux options. Soit vous avez déjà recruté pour ce poste, c'est des gens on a déjà des gens en interne qui sont sur ce rôle, soit c'est une création de poste. Si on est dans le cadre d'un poste sur lequel on a déjà recruté, dans ce cas-là, je vous ramène à la notion de client dont on a parlé. Posez-vous la question, en fait, c'est qui aujourd'hui, sur ce poste-là, est capable de me dire est-ce que c'est du bon niveau de qualité ou pas. Donc chez nous, par exemple, on va se dire c'est le manager qui va du coup manager la personne qu'on va lui fournir. C'est le teammate qui va se le coltiner toute la journée. C'est le client externe qui va attendre des choses de lui. Et du coup, c'est ces trois personnes qui vont vous dire voilà ce qui est important pour moi. Par contre, demain, si vous allez voir votre client et que vous lui demandez est-ce que telle personne elle est bien et pourquoi, vous allez ressortir avec des critères un peu bof, pas très intéressants, parce que les gens n'aiment pas trop se juger, se positionner. Ça va être ouais, il est sympa, oui, ça se passe bien. Vous allez être un peu le petit monsieur courbé qui repart bredouille alors qu'il était pas loin d'avoir un truc intéressant. Mais un petit conseil, la manière nous dont on récupère cette information, c'est qu'on va projeter nos clients, donc nos clients internes, dans des situations un peu extrêmes. On leur dit, demain, on te met sur un projet qui est techniquement hardcore, avec un client ultra vénère, super exigeant sur les jalons. Tu prends qui dans ton équipe et pourquoi? Et à contrario, qui est-ce que tu ne prends pas et pourquoi? Et c'est là en fait que vous allez sortir les vrais trucs intéressants. Et notamment, du coup, comme nous on a un métier d'agence, donc on a des devs qui bossent pour des clients. C'est notamment comme ça qu'on a compris que ce qui était plus important pour nos clients, c'est d'avoir des devs qui ont une super énergie, qui ont de l'assertivité face à un client qui est dur, qui sont smart, plutôt que des personnes qui maîtrisent bien la techno tout de suite. Donc voilà, ça vous permet en fait de vraiment prioriser ce qui est valorisé avant tout. Deuxième cas, vous créez un poste. Donc c'est une ouverture de poste. Alors là, il y a un outil que je pense que les recruteurs qui sont dans cette salle doivent connaître, qui ne vient pas de moi, mais qui est la scorecard. C'est un peu un basique du milieu. En gros, ce qui est important, déjà la scorecard, c'est pas une fiche de poste. On décrit pas ce que va faire la personne. On décrit exactement, parce qu'on appelle les outcomes, c'est la partie la plus importante que je voulais vous sortir de la scorecard. C'est ce que la personne doit être capable d'accomplir sur ce rôle. Donc c'est vraiment différent de se dire qu'est-ce qu'elle va faire de ce qu'elle doit produire, ce qu'elle doit accomplir. Et c'est un peu le même parallèle que sur poser des questions un peu tranchées à vos clients. Là, il faut se concentrer sur ce qu'elle va produire qui va vraiment être clivant et vraiment être difficile en fait, et qui va vraiment permettre de distinguer le très très bon, du coup la personne qui va être capable de faire ça ou pas. Je vous donne un exemple. Nous, on pourrait dire ce qu'on veut pour un directeur projet, c'est quelqu'un qui est capable de gérer la relation client. En fait, c'est pas suffisamment clivant et on ne comprend pas l'enjeu qu'il y a derrière en termes d'aptitude, de compétences, etc. Par rapport à si on disait, en fait, moi je veux quelqu'un qui, une fois par semaine, il est en gouvernance face à un membre du COMEX d'une boîte du CAC 40 qui a 30 minutes à lui accorder parce que sa vie est super compliquée par ailleurs. De la même manière, pour un tech, si je prends la métaphore côté tech, je cherche quelqu'un qui va faire des architectures produits, vous n'allez pas sortir la même précision dans ce qui va être important dans les aptitudes par rapport à dire, en fait, la personne, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle est en rendez-vous client et qu'elle doit construire en live un schéma d'archi scalable pour un business model qu'elle a découvert depuis une heure. Et donc voilà, c'est réussir à avoir ce niveau de précision et de difficulté qui ressort et qui montre
qui va vous faire ressortir derrière quelles aptitudes et quelles compétences vous allez chercher. Pour ceux qui veulent creuser un peu la notion de scorecard, je vous invite à lire ce livre, que j'ai pas envie de dire le titre parce que j'ai l'air débile à chaque fois, mais qui explique toute la théorie et notamment qui nous a vachement aidé dans l'équipe à comprendre comment est-ce qu'on recrute ce qu'on appelle des A-players, les meilleurs profils sur le marché. Du coup, on a parlé de comment est-ce qu'on identifie ce que c'est que la valeur pour le client. Maintenant, je vous rebascule dans comment est-ce qu'on l'évalue. Donc, comment est-ce qu'on produit quelque chose qui, in fine, crée de la valeur. Quand vous êtes recruteur tout seul, dans votre équipe, enfin sans équipe justement, c'est super facile, vous avez votre référentiel en tête. Je vous ai parlé tout à l'heure d'énergie, d'assertivité, bon, bah, vous le jugez à votre manière et ça s'arrête à peu près là. Par contre, quand vous commencez à vous entourer d'une petite équipe, 5, 6, 7 personnes, là, c'est super difficile de créer une équipe en fait, qui va percevoir la même chose. Chacun a son référentiel, chacun a sa manière de voir. Un super relationnel pour quelqu'un, ça va pas être un super relationnel pour quelqu'un d'autre. Et c'est là tout l'enjeu, en fait, quand une boîte scale, notamment les équipes recrutement scale, comment est-ce qu'on fait pour maintenir le niveau de qualité qu'on a défini au sein de toute l'équipe. Et du coup, il faut réussir à mettre au clair tout le monde sur comment est-ce qu'on évalue. Je vous ai retracé le parcours d'entretien très schématisé à Théodo. Ce qu'on a fait, ce qu'on met en place, c'est que pour chaque étape, on va trouver ce qu'on appelle des proxys, qui sont des petits indices qui vont nous dire, par exemple à l'étape du CV, c'est quoi les petits indices qui vont nous dire que, in fine, la personne, elle va avoir ces caractéristiques-là. Donc ça marche quand vous recrutez sur des postes en grand nombre. Vous avez de l'expérience, vous avez de la pratique, vous pouvez voir les personnes qui ont cartonné, repartir sur leur CV, vous allez apprendre des trucs. Et justement, le CV, c'est d'ailleurs même un proxy du candidat aussi. Et du coup, on va voir des petits trucs. Et à force d'alimenter, on s'est créé un peu une fiche de formation. À force d'alimenter cette fiche de formation avec les trucs qu'on observe, ça permet en fait d'aligner toute l'équipe en permanence. Et pareil, pour vous donner encore un exemple, il y a un truc qui est important chez nous, c'est le côté fiabilité, grosse exigence perso. C'est bête, mais vous pouvez déjà voir des choses sur le CV. Quelqu'un qui a été sportif de haut niveau, qui a géré une grosse asso en école, qui a fait du freelance en parallèle de ses études, qui a monté un petit projet à côté, etc. Ben voilà, ça peut nous donner des indices. Et du coup, pareil pour les étapes qui suivent. Le call, l'entretien de fit, les tests techniques. Du coup, ça n'a pas vocation à être un système parfait, une sorte de table de la loi, une fois que c'est fait, ça ne bouge plus. Mais c'est pas grave, c'est le concept du Lean, c'est un truc qu'on va alimenter régulièrement, ça évolue, et c'est en l'améliorant continuellement qu'on va se rapprocher d'un niveau de vérité, entre guillemets. Et grâce à ces outils, grâce à tout ce que nous apporte en fait le TPS, ça permet de mettre toute l'équipe de recruteurs à un même niveau d'évaluation et faire qu'un candidat qui voit un recruteur A ou un recruteur B, en fait, il va être évalué de la même manière. Donc c'est très lié, en fait. C'est vrai que je me suis beaucoup concentrée sur le petit chapeau du temple. C'est très lié au pilier qualité. En gros, le seul message que je voulais vous passer aussi ici sur le sujet de la qualité, c'est que vous pouvez, en tout cas nous on a commencé à le faire il y a 1 an, commencer à mesurer la qualité de vos recrutements. Donc ce qu'on fait nous, c'est que 3 mois après l'arrivée du candidat, on va regarder sur les peer reviews, donc les questions qu'on pose aux personnes avec qui ils travaillent, qui sont globalement les mêmes personnes que nos clients internes. Qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'ils pensent de la personne qu'on a recrutée. On prend 3 mois parce qu'avant, la personne peut potentiellement être un peu du pair dans l'environnement et un petit temps d'onboarding. Après, vous avez un petit risque que le manager ait un peu trop influencé ce qui est devenu la personne. Et du coup, ça fonctionne bien parce que ce qu'on a vu l'année dernière, c'est que sur nos 75 recrutements, on avait 98% de qualité. Et l'autre point sur lequel je voulais insister, c'est que
le fait de faire tout cet effort et de se sentir super solide sur ses appuis en termes de process, ça permet d'éviter des frictions et d'envoyer un super message en termes de confiance aux candidats qu'on recrute. Parce que sur tous les rôles qu'on recrute en nombre, du coup, on n'a pas de période d'essai. Parce qu'en fait, on est sûr de nous, quoi. Nos amis du chat. Et puis après, je vous laisserai aussi poser vos questions, si vous en avez. Donc, j'ai une première question pour Alizé. Première question qui est intéressante et j'avais aussi envie de poser, donc ça tombe bien. Quand tu as montré, tu sais, les indices sur le CV notamment, il y a une question très intéressante qui a été écrite, qui était de dire est-ce que ce n'est pas de tomber dans des biais que d'aller chercher ces indices? Et oui, vraie question. En fait, c'est censé être ce qu'on appelle le standard de lecture de CV. C'est censé être un guide. C'est quelque chose qui vous sert quand vous formez vos équipes. C'est en gros, il y a des choses qui marchent, qu'on a vues, qu'on a observées, parce qu'on a recruté sur ce rôle des centaines de fois. Et il s'avère que, il y a des trucs en commun. Tu regardes les personnes qui ont cartonné, tu regardes quel type de parcours elles ont fait, quel type de boîte, quel type de rôle. On voit des points communs. C'est pas évidemment censé être un truc parfait, exhaustif, genre c'est noir ou blanc, mais ça vous donne des indices. C'est ça l'idée en gros. C'est vraiment plus un support de formation pour des nouveaux. Super, merci. Effectivement, peut-être c'est de... Attendez, je fais des trucs chelous. C'est peut-être de voir l'idée comme un standard. Souvent, l'image qu'on utilise chez Conto, c'est l'idée d'une recette de cuisine. Peut-être ça qui peut plus parler aussi, c'est que quand vous avez une recette, au départ, vous la faites la première fois, vous suivez, et puis au fur et à mesure, vous allez ajouter, tiens, je rajouterai une petite pincée de sel, et puis suivant les feedbacks que vous allez juste vous-même goûter, ou alors de vos invités, vous allez vous dire, tiens, je vais changer mon standard, je vais changer ma recette. Donc c'est peut-être plus, au départ, il faut bien partir d'un modèle, et après ce modèle, on le fait évoluer, à la différence d'un processus, qui est juste une liste de tâches à performer. Autre question, toujours pour toi, Alizé. La question était quelles questions posez-vous en peer review pour mesurer la qualité de recrutement? Est-ce que tu as peut-être des questions types qui peuvent aider? Alors, c'est pas, justement, la réponse, c'est pas des questions types, parce que nos questions de peer review, elles sont alignées avec nos critères de qualité. Donc ça va dépendre de vous et ce qui est important pour vous dans votre boîte. Mais l'intérêt, en effet, c'est de se dire ce que j'évalue en process. Le but, c'est d'évaluer la même chose en peer review et de voir si, du coup, notre évaluation à nous était la bonne. Et si, par rapport à ce qu'on a observé, est-ce qu'on a bien fait de se dire, là, ça passe et on y va. Mais donc, voilà, il n'y a pas de réponse, en fait, à cette question. Directement. Désolée. Autre question, c'est plus pour toi, Louis, mais je pense que tu y as répondu sur ton Kanban. Et je pense qu'on a tous cette question, on l'a eu aussi chez nous, de se dire ok, votre Kanban, en fait, c'est la même chose qu'il y a sur votre ATS. Oui, mais non. Donc, je te laisse y répondre. Oui, mais non, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'ATS sur le marché. Oui, en plus, c'est une question live, je vais peut-être me mettre là quand même. Il y a beaucoup d'ATS sur le marché et il y en a très peu qui, finalement, permettent d'afficher les infos que je vous ai données précédemment qui sont primordiales pour justement que ce soit un Kanban qui fonctionne. C'est qui mon client? C'est quoi le lead time? Depuis quand la demande a été faite? Qui s'en occupe? Et il y a un dernier truc, c'est qu'est-ce qui est demandé? En l'occurrence, ça peut être un job ou une personne pour remplir un poste. Il y a très peu de services, il n'y a même aucun service, j'en ai benché pas mal parce qu'on a changé d'ATS récemment, mais c'est pas le sujet. Le vrai truc, c'est qu'il n'y a aucun outil qui permet d'afficher ça pour que ce soit finalement actionnable quand on veut faire de l'amélioration continue, faire du lean et voir les problèmes. Il y a plein de manières de l'afficher différemment. Donc ça demande ce travail supplémentaire de support. Ok. Donc en gros, en résumé, si demain tu avais un ATS qui répondait à tous tes critères en termes de visualisation, tu n'aurais plus besoin de ton Kanban. Aujourd'hui, on a un Kanban pour pallier justement à cette ATS. Et si j'ai bien compris, tu me corriges si ce n'est pas le cas, vous ne perdez pas en efficacité puisque vous avez relié votre Kanban à votre API d'ATS. Bravo.
On est en cours. Donc, sur l'autre question, c'était sur le INPS. Je sais que c'est quelque chose qui revient très souvent. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose d'un peu à la mode, justement. Tu parlais de, ça m'a fait plaisir, des candidats qui sont aussi nos clients. Donc, comment mesurez-vous le INPS des nouveaux intégrés et comment l'intégrez-vous dans le suivi des collaborateurs? Donc ça, c'était, je pense, plus pour toi, Alizé. Alors nous, on a un onboarding qui dure 2 semaines pour tout le monde. Non, pardon. À la suite duquel, déjà, on va prendre les feedbacks. Comment est-ce que tu as trouvé? Est-ce que tu t'es senti bien intégré? Est-ce que tu as bien suivi? Tu as compris la culture? Tu as été connecté aux bonnes personnes? Enfin, en gros, c'est tout ce qu'on cherche à faire, nous, via l'onboarding. Et après, ce qu'on a mis en place en termes de INPS, c'est que toutes les semaines, on prend 8 personnes de manière aléatoire dans la boîte. Et on leur envoie la question à quel point vous recommanderiez Théodo à des amis aujourd'hui. Donc c'est 8 personnes au hasard, donc c'est un petit échantillon, mais comme on le fait toutes les semaines, ça nous donne de la data super fraîche tout le temps. Après, comment est-ce qu'on la traite? Parfois il y a des cas des problèmes qui peuvent se régler de manière très one-shot avec une personne. Parfois on voit le même retour tout le temps, et là c'est un projet un peu plus long terme. Mais en tout cas, voilà comment c'est géré chez nous. Je ne sais pas si ça répond à la question. J'espère. Ça répond. Je pense que oui, j'ai pas d'autres questions. Il y a Lénaïg encore qui a, je pense, envie d'aller un peu plus loin sur ce sujet de diversité. Je pense que des sujets hyper intéressants. Comme on est un peu short en termes de timing, je voudrais voir aussi dans ici présent s'il y a d'autres questions.